Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Priscille Mahé, qui est experte dans la création de formations en ligne. Bonjour Priscille, comment tu vas? Bonjour Laurie, je vais très bien. Priscille, moi j'ai entendu parler de toi sur LinkedIn parce que tu es vraiment identifiée aujourd'hui comme une référence pour créer son produit digital, comme par exemple une formation en ligne. Et c'est vraiment aujourd'hui le sujet qu'on va aborder, c'est comment créer son produit digital, quelles sont les étapes à respecter. Et écoute, si tu es d'accord pour accepter cette mission, je serais ravie que tu nous dévoiles tous tes secrets. Mission acceptée. Écoute, je vais essayer de te donner tous mes secrets, de te donner aussi, de donner des axes importants et des erreurs à éviter. Comme ça, on aura balayé tout ce qu'il faut pour créer un produit digital, une formation en ligne ou un parcours de formation. Ok, déjà tu as commencé à nous en dire un petit peu plus. Moi, je voulais savoir, comment est-ce que toi, t'en es arrivé là, en fait, à te dire, on va créer, je vais aider les gens à créer un produit digital. Est-ce que toi-même, tu es déjà passé par là? Alors moi, je suis passée par là et puis ce qui m'a amené clairement à cette expertise, c'est, je veux dire, la confluence entre différentes choses. En fait, quand je me suis lancée et que je me suis mise à mon compte, j'ai commencé par faire mon ikigai. Je savais vraiment pas vers quoi m'orienter. Et en fait, je me suis rendu compte que toute mon expérience que j'ai accumulée depuis des années m'amenait naturellement à ce verbe transmettre. Et j'adore apprendre, mais j'adore aussi aider du coup les personnes, les entreprises qui souhaitent transmettre leur expertise. Donc ça faisait sens. Ok, écoute, super. Priscille, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aborde ces étapes ensemble. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Parce que toi, ça te paraît peut-être évident, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas toujours évident de se dire, ok, par quoi je commence? Du coup, je te pose la question, Priscille. Je Oui, Pourquoi déjà on voudrait créer un produit digital? voilà, c'est ça. Pour moi, la première question à se poser lorsqu'on veut se lancer, créer un produit digital, créer un parcours de formation, c'est pourquoi je veux le faire. Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi est-ce que ça me semble important? Est-ce que ça rentre dans ma vision globale sur du court, moyen, long terme? Est-ce que je veux en faire un asset de mon business? Est-ce que je veux l'utiliser pour de la visibilité? Voilà, vraiment se poser les bonnes questions et pas se dire je veux le faire parce que c'est la bonne chose à faire en ce moment. On va dire voilà, il y a cet effet un peu aujourd'hui de Ah, il y a mode, un si j'ai effet de envie de mode. dire. Moi, j'ai l'impression que tout le monde lance son produit Oui. digital et que finalement, on pourrait presque se dire, ok, si je veux continuer d'être, tu vois, au top, il faut que je le fasse aussi. Est-ce Il que y a c'est une cet raison effet-là, ouais. valable? Alors, je sais pas si c'est une raison valable. Je pense que ça, faut vraiment se poser la question par rapport à sa stratégie. J'ai envie de dire que comme ça demande beaucoup de temps, de l'énergie, souvent un budget complémentaire, il vaut mieux vraiment se poser les questions et voir quelle est sa motivation. Est-ce que c'est vraiment la bonne motivation? Est-ce qu'on va avoir le temps aussi pour le faire? Parce qu'il y a aussi une question de temps. Et puis après, comment est-ce qu'on a envie de pouvoir l'insérer dans son business? Moi, j'ai des clients clairement qui me demandent de créer un produit digital ou un parcours de formation pour une question de visibilité, de crédibilité. Ça, c'est une vraie raison, tout comme ça va être une raison de faire on va dire une ligne de son business et de ramener un chiffre d'affaires complémentaire parce qu'ils ont envie d'avoir Le, plus de le fameux temps, revenu récurrent, le le truc qu'ils ont fameux. tout seul. Bon, ça, attention, c'est un piège. Certes, C'est ça un peut être une piège, ligne supplémentaire de revenus, c'est certain. Ça se vend rarement tout seul, par contre, hein. Il ne faut c'est pas ça. penser que c'est un revenu passif. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Si, on pouvait vendre quelque Je chose, suis tout à sans fait d'accord. effort, je pense qu'on le saurait depuis le temps. Oui, oui. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas un revenu passif. Par contre, c'est un revenu complémentaire qui Ouais. va demander d'actionner d'autres choses, beaucoup plus de promotion, de communication, de marketing. Mais néanmoins, évidemment, quand on fait beaucoup d'accompagnement one-to-one ou quand on fait beaucoup de formation, eh bien, ce revenu-là nous permet de compléter notre business et d'avoir aussi un revenu qui va être décorrélé de son temps de travail. Donc, il y a quand même cette notion-là. Maintenant, on n'est pas sur des revenus passifs où je fais rien et ça se vend tout seul. Non, mais finalement, ça peut suivre, comme tu disais, plusieurs objectifs. On peut vouloir même donc en termes de crédibilité, d'autorité, avoir ce Oui, produit. Ça peut aussi servir, dans certains cas, à capter, des nouvelles demandes. oui, Ça peut servir à capter une clientèle qu'on n'aurait pas sur nos autres types de prestations, parce qu'on va peut-être pouvoir le vendre un petit peu moins cher que, de la prestation en one to one. Donc il va y avoir plus, ou alors ça peut être vraiment digitalisé, comme tu disais, un parcours un où, parcours, oui, c'est ça. dans ce cas-là, ça va être améliorer même l'expérience client.
C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a en effet, il y a tous ces éléments que tu viens de citer en fonction de ce que l'on souhaite et de sa stratégie. Lorsque moi je travaille avec mes clients, la première question, c'est vraiment pourquoi je veux le faire et quelle est ma stratégie enfin, la stratégie de mon entreprise. Et par rapport à ça, on va positionner le produit ou le parcours dans cette stratégie globale et en faire voilà, un produit ou un asset qui va servir sur l'ensemble de la stratégie et pas juste sur une ligne. Donc, il y a vraiment ce point-là qui est important. Ensuite, une fois qu'on s'est vraiment posé toutes ces questions, qu'on s'est dit, OK, c'est la bonne stratégie pour moi, c'est le bon c'est le bon choix. Je sais ce que Euh, je veux en faire, parce que le je risque, sais c'est ce que surtout je que veux en ça faire. finisse au fond d'un tiroir. Ah oui, ça c'est vraiment le piège, c'est de se dire je veux y aller, j'y vais et tout, puis après de se rendre compte que finalement on n'y va pas pour les bonnes raisons et ça se retrouve, enfin on se retrouve à ne pas le faire tout simplement. Donc une fois qu'on a posé tout ça, on Deuxième peut étape. passer aux différentes étapes, voilà. Et la première chose, moi j'aime bien le comparer à concevoir le bon produit. Pour moi, c'est comme dessiner le plan d'une maison que l'on va commencer à construire. C'est vraiment de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est le produit, quelle va être la thématique, quelle va être la promesse, à qui je m'adresse. Le à qui je m'adresse est extrêmement important. Bon, tu le sais, hein, on parle de marketing là. Oui, alors là, pour le coup, des épisodes sur le personnage, je pourrais en mettre dans les ressources parce que bien clarifier à qui on souhaite s'adresser. Merci Priscille d'insister, d'enfoncer le clou. C'est décisif, bah, justement pour créer le bon produit pour la bonne personne, pour construire la bonne maison pour les bonnes personnes qui vont venir y habiter. Bah, c'est vraiment là-dessus que tout va se fonder aussi. Ah oui, on est d'accord. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, il sera impossible de faire la bonne promesse pour le produit, pour le parcours de formation et du coup de concevoir correctement le contenu de la formation. Et comme je le disais au préalable, en fonction de sa stratégie et de ses différents clients, parce qu'on a aussi différents personas, différentes cibles, eh ben on peut vraiment l'adapter. Lorsque l'on veut faire un petit produit pour atteindre une cible que l'on n'a pas, eh ben, il faut quand même aller d'abord l'interroger, aller creuser un peu, sonder. Donc, tes ressources vont pouvoir compléter mes propos. Et ça permet d'affiner la promesse et après de concevoir le produit qui va correspondre. Si on est plutôt sur un parcours de formation pour compléter une offre que l'on a en présentiel, voilà, un accompagnement en collectif, dans ces cas-là, évidemment, on sera sur un contenu qui va être différent. Donc, vraiment, prendre ce temps-là de conception est extrêmement important. Moi, j'ai des clients, quand je dis, on va commencer par aller affiner le personnel, ils sont là, mais je le connais bien. Oui, mais quand même, on va aller le faire. Et tu seras surpris ou surprise. Et on a eu des fois où moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit, je veux pas avoir de communauté. Et le retour des personnages, c'est, il faut une communauté. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on va créer un parcours de formation avec une grosse communauté. Voilà. Donc, on a comme ça des retours qui sont extrêmement intéressants parce que entre ce que l'on imagine et ce que l'on veut et le résultat des demandes du terrain, on va affiner pour que ça corresponde vraiment aux attentes. Oui, et puis ça permet aussi de prendre les bonnes décisions parce que ça peut aussi donner un go ou un no-go. OK, Oui, j'accepte et je le fais. Non, en fait, je me rends compte que si c'est vraiment ce qu'attend le marché, et ben moi, comme je veux pas le faire comme ça, dans ce cas-là, je ne le fais pas, tout tout simplement. à fait. Ou je m'oriente vers une autre cible de clients à adresser. Mais le risque à pas faire cet exercice, c'est de créer un produit pour soi-même qui se vendra pas, Ah oui, le produit pour soi-même, ça, c'est qui se vraiment le vendra pas gros ou qui risque. sera pas utilisé parce que on a Qui vu qu'il y avait sera pas d'autres. utilisé. Voilà, parce que c'est vrai que l'objectif et il y a beaucoup de produits qui existent, il y a beaucoup de formations qui existent, donc on est de plus en plus attentif à la qualité des contenus. Il y a quelques années, je pense qu'on pouvait se permettre de faire un peu de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les clients sont extrêmement attentifs sur l'expérience cliente, l'expérience apprenante, les contenus, la qualité des contenus. Donc si on n'a pas fait ce travail au préalable, on peut se retrouver en effet, comme tu dis, avoir créé un produit pour soi-même ou alors avoir créé un produit qui correspond pas aux attentes de notre persona et donc qui va pas leur transmettre les compétences ou Qui voilà ce que n'atteindra l'on pas a ses objectifs dans tous les cas. exactement. Et donc OK. ça n'a pas servi à grand chose. Donc on ne fait pas l'impasse sur cette première étape. Et Pour jamais. concevoir pour les fondations de la maison, hein, on prend bien le temps de valider son persona pour pouvoir, bah, derrière, pouvoir créer la bonne promesse. Donc la promesse, c'est vraiment ce que la formation ou le produit digital va permettre d'obtenir. Donc là, pour cette première étape, ce qui va être également extrêmement important, ça va être de pouvoir poser la structure du produit. Quel type de produit on veut mettre en place? Est-ce que l'on veut quelque chose qui soit très, très actionnable? Avec des compétences qui vont être données, délivrées dans un parcours de formation. Donc là, on va poser toutes ces choses-là. Cette partie-là, on va aussi pouvoir utiliser beaucoup d'IA parce que c'est vrai que moi, j'aime de plus en plus intégrer de l'IA. Donc l'IA nous permet aujourd'hui de pouvoir aller assez loin et gagner du temps, être beaucoup plus productif, que ce soit dans la structure de la formation,
que ce soit avec les outils qui sont proposés. Donc, on peut sur cette étape-là de, voilà, je dessine les plans de ma maison, se dire, OK, bah, je pense à telle structure. Est-ce que c'est la plus adéquate? OK, je vais un peu, voilà, je vais aller avec la promesse, regarder ce que je peux avoir, quel type de format je peux intégrer. Et aujourd'hui, il y a même des plateformes qui te permettent de mettre juste la thématique de ta formation. Tu vas être sur une formation et qui te sort un plan déjà structuré qui est D'accord. à challenger, mais avec déjà des contenus et tout. Donc, on peut aller assez loin en termes d'utilisation de l'IA. On va dire que on peut s'en servir d'assistant pour Oui, commencer à structurer notre formation. Une fois qu'on a défini si on veut une petite formation, une grosse formation, parce que avec la promesse et le client à qui on s'adresse, vient aussi quel type de formation, quel type de produit je crée. Est-ce que je veux un gros produit, est-ce que je veux un petit produit? Et à partir de là, on peut faire vraiment la structure. Ça va être les étapes de notre formation ou de oui, notre produit ou de notre digital. produit. On a l'objectif, on lui donne, on dit il faut structurer. Et là, on peut se servir de l'intelligence artificielle pour nous aider à réfléchir. Est-ce que Oui. du coup, à ce stade-là, on définit aussi quel type de format, par exemple vidéo, écrit, PDF, Ouais. exercice, Écoute, sur on... cette première étape-là, ça me paraît indispensable parce que cette première étape-là aussi nous donne le plan de route pour la suite. En D'accord. fonction des différents formats, évidemment, le travail qui va être à faire ne sera pas le même. Si je dois créer des contenus vidéo qui n'existent pas, ça veut dire qu'il faut que j'y réfléchisse, que je fasse les scripts, que je m'enregistre. Si je dois créer des PDF, des quiz interactifs, enfin, toute cette partie-là, elle est vraiment dans dessiner ce que l'on veut au niveau de son produit et aller jusqu'au bout. Si c'est quelque chose de petit, d'actionnable, ce sera plus facile à mettre en place. Donc, si j'ai pas beaucoup de temps, ça correspond aussi à, voilà, à ce que je peux faire. Et puis, ça permet aussi de valider les compétences que l'on a, soit que l'on a nous, soit que nos équipes ont ou pas. Et de voir si on veut faire appel à des compétences extérieures pour compléter. Si je veux utiliser du motion design pour faire des contenus et que je sais pas le faire, bah, je vais peut-être faire appel Oui. à une personne, à un ingénieur pédagogique qui sait le faire. Voilà, donc c'est vraiment la partie où je finis de dessiner le plan, voilà, et je me dis, OK, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais à qui je m'adresse, je sais ce qu'il va y avoir à l'intérieur, je peux y aller, je n'ai pas les compétences, je fais appel à qui, je fais comment, voilà, j'ai vraiment le plan de route après. Ouais, et puis d'expérience, pour le coup, Oui, c'est aussi le moment où tu vas te dire, OK, j'ai besoin d'avoir tous ces contenus. De quoi je dispose aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a qui existent déjà. oui, Peut-être qu'il y en a qui sont à rafraîchir. Peut-être qu'il y en a, il faut que je les crée ou que je les refasse. Et dans ce cas-là, bah, ça te permet aussi de savoir toi quel est le volume de travail que ça va te demander. Et comme tu disais, est-ce que je dois faire appel à des compétences extérieures ou pas? Mais au moins, ça te donne une vision claire de ma formation, mon produit digital, ça sera ça par rapport aux objectifs qu'on s'est posés toute la première partie. C'est un peu la cartographie, tu sais, la photo. oui, c'est la photo Ça me de ce permet qui a derrière de savoir ouais, ce que je dois créer, ce que je dois déléguer et combien de temps ça va me prendre, parce que je pense que c'est aussi à ce surtout ça. moment-là qu'on a une meilleure idée de la quantité de travail que ça va représenter. Et c'est exactement ça. C'est à la fin de cette étape où on sait exactement le temps qu'il va y avoir. On a la roadmap et puis on sait vers quoi aller. Et c'est important de le dire, on a beaucoup de ressources souvent, Oui, que ce soit en termes en entreprise ou quand on est solopreneur, on n'imagine pas toutes les ressources existantes qu'il y a. Et c'est vraiment important à ce moment-là de se dire, OK, j'ai déjà ça. Il faut juste que je change le format, c'est bien. J'ai pas, OK, c'est à créer. Donc ça permet vraiment de voir ça. En général, à la fin, moi j'aime beaucoup travailler avec des mind maps. Donc on peut aussi créer une mind map et se dire, OK, bah là j'ai tel contenu à créer, là c'est pas à créer et voilà, on sait où on va et on sait facilement aussi le temps que ça va prendre et l'investissement en termes de budget que l'on va prendre. oui, mais là où tu as raison, c'est que souvent on a plus de contenu que ce qu'on pense. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir dire, OK, bah, à cette étape-là, j'y associe le contenu qui pourra m'aider, tu vois, une vidéo qu'on a déjà faite, un post LinkedIn parfois tout simplement où on traite de ce sujet et dans lequel on va pouvoir aller piocher pour déjà nous aider, nous donner les billes dans la création de ce contenu. Donc, se dire qu'on part rarement d'une feuille complètement blanche. Sinon, de toute façon, ça sera un peu curieux qu'on veuille traiter Ah de ce oui. sujet, hein, toi à Oui, moi. parce qu'en général, on est sur quand même une expertise forte que l'on a ou une expérience, donc on est quand même sur de la transmission d'éléments Oui. que l'on a déjà éprouvés. Mais quand on a ce type de produit digital, si on veut le vendre, il faut quand même en parler, hein. Oui. Et en fait, Donc tu spoiles pas parce que c'est vrai que j'aime bien, c'est en effet souvent la dernière étape, mais que l'on peut commencer à anticiper dès cette conception. exactement. Voilà, Parfois, on puisque fait cette ça erreur de prend du vouloir temps. trop attendre.
On fait cette erreur de vouloir d'attendre que le produit soit terminé, soit parfait, et seulement à ce moment-là de vouloir le vendre. Sauf qu'on peut tout à fait anticiper. Il y a beaucoup de stratégies qui sont basées sur des listes d'attente, du teasing, donc des challenges, des défis pour commencer à avoir des contacts qualifiés qui correspondent aux besoins, à la promesse de cette cible. Déjà rien que lorsqu'on est sur l'analyse au niveau de son persona et qu'on fait des sondages, des entretiens quali, on peut tout à fait commencer à se dire ok, j'ai des personnes intéressées, pourquoi je les intégrerais pas dans une liste ou dans une séquence, ou voilà, pour Ou pouvoir leur dire, commencer. voilà, je pose des questions parce que Oui, je suis en train de créer un produit digital qui devrait répondre à telle problématique. Et si tu veux, je peux te tenir informé. je te tiens Euh, informé, et comme tu as pris le temps de me répondre, je te ferai une offre intéressante pour le lancement. Ça, j'ai beaucoup de clients qui le font. Donc voilà, dès cette partie conception, on est déjà en train de penser à la vente, et on ne le fait pas qu'à la fin quand tout est fini et parfait. Un produit parfait en V1, ça n'existe pas. J'aime bien le dire. Je pense que ça permet juste de dire ok, c'est oui. normal. Parce qu'on a beau avoir pris le temps de se poser toutes les questions et tout, il faut être confronté au terrain pour se dire il y a un truc qui va pas, faut que Et je ça, on le l'améliore. répétera jamais assez, hein. Ah oui, ça Et, n'existe pas le produit parfait en V1. et puis, je dirais que l'avantage aussi ou le bénéfice d'en parler, de pas attendre que tout soit prêt pour en parler, c'est que ça nous met un peu un coup de pied aux fesses aussi. Oui, C'est dire, ok, maintenant j'en ai parlé, il faut que je le fasse. Donc, je vais pas c'est traîner ça. pendant des mois et des années. C'est un peu comme une sorte d'engagement moral à se dire, maintenant il faut que je le sorte, il faut que j'avance dans la création de ce produit digital. Donc, c'est le petit coup de pied aux fesses, c'est l'externalité positive. Hop, Oui, on y va, on avance. exactement. Alors le vrai coup de pied aux fesses, c'est d'avoir une date de sortie et de communiquer à fond dessus. Même si dans la réalité, on peut prendre 1 ou 2 semaines de délai, parce que ça arrive, c'est pas très grave. Mais en tout cas, le fait d'avoir cette date annoncée, publique, où on a commencé à avoir une communication adaptée, ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est Ok, vraiment le hack pour sortir quelque chose. message reçu. Donc, une fois qu'on a notre roadmap, qu'on Oui. sait quel type de contenu on va vouloir inclure dans ce produit digital, quelle est la troisième étape? Alors la troisième étape, c'est de créer les contenus. C'est vraiment sur la partie, maintenant je bâtis la maison, donc ça y est, j'y vais. Je fais les murs, Je fais les l'isolation. Bon, j'y murs. connais rien du tout, mais Voilà, moi non pas grand-chose non plus. En tout cas, je suis vraiment dans la construction. Je trouve que c'est assez facile de se projeter. oui, c'est un exemple qui Heu, est très parlant. voilà, c'est très parlant. Donc je vais commencer à créer les contenus. Je vais aussi choisir la bonne plateforme technique qui va héberger mon produit digital, mon parcours de formation. Et moi, j'aime bien dire que la technique doit toujours être au service de l'expérience cliente et apprenante, parce que les 2 sont liés. Évidemment, quand on va commencer à le vendre, il faut que l'expérience cliente, elle soit fluide, mais il faut aussi que l'expérience apprenante, quand on achète un produit digital, on veut souvent acquérir une compétence ou quelque chose vraiment très, très précis. Quand on fait un parcours de formation, c'est la même chose. Il faut que cette expérience-là, elle soit suffisamment engageante et pourquoi pas innovante, mais avec vraiment l'objectif de toujours transmettre ce que l'on veut et de tenir la promesse pour que la personne aille au bout et qu'elle puisse ensuite amener de la preuve sociale pour qu'on soit dans un cercle vertueux. Parce que sans preuve sociale, sans témoignage, sans retour positif sur ce produit digital, difficile de le vendre. Ok, Exactement, on veut oui. bien sur une première version de pas avoir beaucoup, mais quand on en a fait déjà quelques-uns, si les personnes ne sont pas allées au bout, c'est très compliqué de pouvoir le vendre. Après, je reviens quand même sur le fait d'aller au bout ou pas du produit digital ou du parcours de formation. On peut tout à fait concevoir, et c'est vraiment dans cette partie-là qu'on pose les choses, on peut concevoir et créer un produit qui demande pas de tout suivre. On a beaucoup cette tendance de dire il faut tout faire lorsque l'on vend un produit, lorsqu'on vend un parcours. Pas forcément pour l'apprenant ou le client. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'y retrouve et qu'il ait son problème à lui qui soit complètement résolu. À ce moment-là, on aura cette preuve sociale, et parce qu'il sera content. Donc, on ne sera Oui. pas dans quelque chose de faux. Donc, on aura atteint l'objectif. Donc, dans cette troisième étape, c'est vraiment de choisir la bonne plateforme. Et il y en a pléthore. Et ce que je rencontre, moi, c'est des exemples. J'ai des clients qui viennent me voir. Ils m'ont dit, alors, moi, j'ai tout testé. J'ai X plateformes. Je sais pas laquelle choisir. En fait, on n'a même pas encore conçu la formation. C'est beaucoup trop Oui, ça, tôt. c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, finalement. Ah oui, c'est vraiment beaucoup trop tôt. On dessine les plans, et quand on est dans la construction, à ce moment-là, on sait vraiment quel est le produit. Est-ce qu'il va falloir mettre de l'interactivité? Qu'est-ce que l'on a envie d'amener en termes de format, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on peut choisir la bonne plateforme, et qu'on peut aussi choisir des outils que l'on va intégrer dans une plateforme, parce que ça, des fois, on oublie, qui peuvent être des outils externes que l'on va pouvoir intégrer et qui vont ramener une plus-value, quelque chose de plus complet pour pouvoir amener une expérience apprenante vraiment intéressante.
Si on aime la technique, ça peut être vraiment intéressant de dire ah on peut faire tout ça. Le problème c'est qu'il y a des outils qui font tellement de choses, ils sont tellement complets que c'est aussi très complexe à prendre en main. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc c'est voilà, toujours à mettre en parallèle. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que mes équipes ont le temps? Si on a des compétences pour pouvoir utiliser, on va dire 100% ou même 80% de l'outil. Il vaut mieux prendre un outil beaucoup plus simple, mais qui va permettre de quand même servir l'expérience apprenante sans que ce soit complexe à mettre en place et que ça nous prenne 6 mois pour le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir commencé à créer des contenus et d'être buté sur la partie outil. Ouais, bloqué. Ouais. Et ça doit peut être très être... frustrant. Et après, je te dirais, rien ne nous empêche progressivement de nous dire, bah, la V1, je la fais là-dessus. Et au final, je veux faire évoluer mon produit digital et puis je vais évoluer dans les outils que j'utilise, même si c'est sûr qu'il faut faire la bascule d'un outil à un autre, mais ce n'est pas incompatible. En tout cas, c'est toujours faisable. Mais ce qui compte, c'est déjà de sortir ce produit digital, de le tester et après, on le fera évoluer. Exactement, comme tu le dis, rien ne nous empêche de faire une V1 qui ne sera donc pas parfaite et où, en fonction des retours que l'on va avoir, parce que lorsque l'on fait la dernière étape qui est de lancer et vendre, on va aussi, une fois qu'il est vendu, mettre en place un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir avoir des retours, pour analyser évidemment comment ça s'est passé. Et là, ce sera aussi l'occasion de se dire, bon, très bien, l'outil finalement ne correspond pas du tout à l'expérience que je veux donner pour mes clients, je migre, je change d'outil. Le contenu existant déjà, c'est beaucoup plus simple de migrer, de changer d'outil. Et puis, ça permet en plus d'avoir une véritable idée de ce que l'on veut faire. Ça, c'est lorsque l'on on veut faire les choses par étapes et qu'on se dit, OK, je me lance si j'ai un petit produit, je vais pas prendre non plus la Rolls-Royce des plateformes. Donc voilà. Donc cette partie-là, la partie 3 qui va être de tester et de mettre en œuvre, elle est extrêmement importante au niveau technique et elle est aussi importante au niveau création des contenus. Un des points pour ne pas se laisser avoir, c'est de faire un rétro-planning et de prévoir vraiment des créneaux dans son agenda pour créer les contenus. Parce que c'est pareil, on a des fois tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour créer les contenus. Même si on a déjà des contenus existants qu'il faut les refaire, on se dit ça va aller, ça va être rapide à faire et tout. En 5 minutes c'est fait, tu vois. Pas du tout. Il vaut mieux prévoir des créneaux, même à se dire je mets plus de créneaux, surtout lorsqu'on fait des vidéos, parce que plus on en fait évidemment plus on est à l'aise. Donc voilà, on se prévoit des demi-journées dans son agenda sur des semaines. Moi j'ai un client. Alors lui, clairement, il a fait vraiment la chose suivante. Comme il savait qu'il allait avoir un peu tendance à procrastiner, on a fait la conception du produit, il a vendu le produit. Une fois que c'était vendu, il a créé. D'ailleurs, j'ai même plusieurs clients qui le font. Bon là, c'est vraiment sport. Parce que tu vends, et comme c'est vendu, tu as une date d'ouverture, et là derrière, il faut produire. Donc là, pas le choix, on produit. Alors clairement, on se met des créneaux. Voilà, c'est ceux qui travaillent bien avec des grosses montées d'adrénaline. Oui. C'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde. Non. Mais ça peut fonctionner. C'est comme ceux qui révisent leur contrôle à la dernière minute, tu sais. C'est exactement ça. Ça ne marche pas avec tout le monde. C'est pour ça que je le dis dès le début, il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise pour le vendre avant d'avoir créé le produit. Parce que c'est trop de pression pour eux. Donc l'intérêt, c'est de se connaître aussi. Ça permet d'éviter d'avoir trop de pression finalement de ne rien faire. Mais certains qui fonctionnent très bien à la pression à la dernière minute, eh bien, vont lancer et créer au fur et à mesure. Et là, le secret, alors que ce soit comme ça ou de le faire d'une manière, on va dire, un peu plus classique, c'est d'avoir vraiment des créneaux et de faire du batch, quoi. Je crée mes contenus, je suis dedans. Et forcément, on va beaucoup plus vite. Peut-être que les premières vidéos, si on est sur des vidéos, on va un peu bafouiller. Mais au bout de 5 vidéos, on est beaucoup plus à l'aise en ayant prévu en amont de faire la rédaction des scripts ou au moins les points clés. Voilà, ça dépend aussi des personnes. Et puis lorsqu'on est dans la conception des cahiers d'exercice, des quiz, etc., on est dans son sujet. Donc voilà, on va très très vite pour faire ça. On prend en main les outils plus facilement. Donc c'est de se mettre des bons créneaux dans son agenda pour éviter de se dire allez, en 5 minutes c'est bâclé, je le fais vite fait samedi, ça va le faire. Ça ne marche pas. Donc ça, effectivement, c'est une erreur à éviter. On pense souvent que ça prend pas trop longtemps parce que c'est notre domaine d'expertise. Sauf qu'en réalité, ça prend toujours un petit peu plus de temps que ce qu'on pense. Même si, comme tu le dis, plus on en fait, plus on va aller vite, notamment pour des vidéos, par exemple. Une fois qu'on a la dernière étape qu'il a dit, c'est vraiment lancer et vendre. Même si c'est pas totalement parfait, ça sera une très bonne V1. Et l'idée, c'est de recueillir le feedback, de mettre des indicateurs pour évaluer la performance de ce produit digital. De ce produit digital, complètement. Et après, sans doute, tirer les conclusions en disant, OK, quelles sont les mesures correctives pour encore l'améliorer. Oui, parce que l'idée, c'est qu'en effet, une fois qu'on a fait tout ce travail-là qui est quand même assez conséquent, c'est de se poser au bout d'un certain temps et de voir tous les axes d'amélioration.
que ce soit au niveau du tunnel de vente, de la page de vente. On a assez d'indicateurs pour savoir si, voilà, il faut changer des éléments, rajouter de la preuve sociale, compléter. Donc là, on a toute cette partie-là. Et après, en termes de contenu du produit digital, quels sont les éléments que l'on peut faire évoluer? On avait des fois, quand on est sur la conception, on se dit: «J'aimerais bien mettre ça, ça, ça», mais enfin différents contenus complémentaires, mais on n'a pas forcément le temps. Un des conseils que je donne vraiment, c'est de pas vouloir faire pour un premier produit ou une première formation, de pas faire ça trop conséquent. Parce que la charge de travail va être trop élevée et puis surtout, on va donner trop de contenu. Aujourd'hui, le temps d'attention est beaucoup plus court. Quand on est sur du micro-learning, et c'est ce qui se fait de plus en plus, on est sur du 8-10 minutes en termes de contenu, donc de séquences ou de chapitres. Quand on est sur un produit digital, si on veut tout mettre à disposition, ça va être beaucoup trop et on peut avoir l'effet inverse, c'est que le client va dire: «Oh là là, il y a beaucoup trop de choses». Et peut-être qu'on a enlevé des éléments qui finalement se révèlent importants et ça, en faisant des questionnaires de satisfaction à chaud, à froid, à tiède, donc en fonction de la faim, en ayant des entretiens avec ses clients, ça nous permet vraiment d'affiner et de dire: «OK, voilà ce que je vais faire». Et puis de toute façon, on a aussi les indicateurs de la plateforme. On voit ce qui a été suivi, on voit ce qui a été finalisé, on voit là où il y a eu des questions. Si on a beaucoup de questions sur un même élément, et c'est vrai que lorsqu'on est sur une V1, moi je conseille toujours d'ouvrir la partie commentaires, même si derrière on n'a pas trop envie d'avoir du temps à y dédier. Ça permet d'avoir Ou voir toutes des les mauvais remontées. commentaires. Pardon? Ou voir des mauvais commentaires, tu sais, tu fais politique de l'autruche. C'est vrai, ou voir des mauvais commentaires, mais ça permet quand même d'avoir toutes les remontées et de voir que peut-être que sur une partie, on n'a pas du tout été très clair. Là, il y a pas de pédagogie, ça correspond pas aux attentes et donc on peut affiner et on peut modifier. Donc lancer et vendre, on le fait dès la conception. On va évidemment continuer à le faire quand on crée les contenus, puis après on va lancer donc en fonction de son tunnel de vente, de sa stratégie. Il y a X stratégies de lancement qui existent aujourd'hui, hein, qui permettent de pouvoir lancer un produit digital. Et Oui, puis ça une fois pourrait que faire c'est même fait, l'objet d'un autre épisode, ça. Mais c'est ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est pareil. Quand on conçoit le produit, on commence à déjà se poser les questions sur la stratégie, quelle est la stratégie. Et puis, on l'aligne avec sa propre stratégie d'entreprise. Parce qu'on oui, va pas faire quelque chose voilà, on n'a jamais fait de défi. Je dis défi, on n'a pas fait de défi. On n'est pas du tout à l'aise avec ça. Se dire, voilà, tous les jours, pendant 5 jours, je vais être en live, je vais faire un défi, et puis on se dit, ah, bah, je vais faire ça parce que ça correspond à ce qui se fait. Et c'est pourquoi? Alors qu'on a peut-être un système marketing avec des automatisations qui fonctionnent très bien. Pourquoi aller oui. dans cette direction, quoi? À moins de Finalement, vouloir c'est le peut-être pas le tester. moment de trop improviser non plus Non. si on l'a jamais fait. Oui. Est-ce que tu recommanderais justement pour obtenir ce feedback, euh, comment l'obtenir par exemple? Est-ce que tu recommandes d'intégrer au bout de, je sais pas moi, un mois après l'achat ou l'inscription sur ce produit digital, d'envoyer un questionnaire en Oui. automatique ou de l'intégrer directement? Quels sont tes meilleurs Oui. conseils pour Mes ça? meilleurs conseils, alors c'est vrai que dès le début, si la plateforme le permet, donc c'est de prévoir en effet un questionnaire qui se déclenche à la fin de la formation ou si on n'a pas S'ils sont pas prévu, arrivés à 100% par exemple. voilà, c'est ça. Ou ce que j'allais dire, si on n'a pas prévu non plus dans la conception du produit que 100% soit utilisé, parce qu'on peut tout à fait le prévoir comme ça, c'est en fonction des niveaux, eh bien peut-être que moi je vais consommer une partie et pas tout, de prévoir d'avoir un déclenchement qui se fait au bout de X temps. D'accord. Et après on l'affine. Donc ça, il y a ces 2 parties-là. Si c'est pas prévu dans la plateforme, on peut tout à fait prévoir des automatisations pour le déclencher avec un outil de marketing, pour faire des emails et ensuite envoyer vers des questionnaires. Et puis moi, ce que je préconise aussi, c'est de se dire: «On est sur une V1, c'est pas très grave si on prend quelque temps pour appeler les gens et puis Oui, poser des questions». C'est merci. même bien. Pour peu qu'on ait leur numéro de téléphone, tu vois, Voilà. qu'à l'inscription, on demande le numéro de téléphone, mais ne Bon serait-ce alors que, on peut même demander par mail: «Est-ce que tu as acheté la c'est ça. formation? Est-ce que tu serais d'accord pour que je te pose quelques questions?» parce Oui, c'est que, dans ce sens-là. On va voilà, pas en les 10 appeler minutes et sans tout. prévoir, mais Voilà, oui. oui. Mais c'est Mais ça, je c'est de prévoir peut-être une séquence où on se dit: «OK, ben, pour toutes les personnes qui ont fait, 80% des contenus, je leur envoie un petit mail, je leur demande s'ils seraient OK de m'accorder 5-10 minutes et puis dans ces cas-là, voilà, je conviens avec eux d'un petit rendez-vous et je vais les appeler et je recueille en plus des informations qui sont beaucoup plus quali que juste un seul questionnaire et peut-être que je peux avoir plus d'informations aussi sur ce que je peux rajouter», voilà. Parce que l'idée, c'est d'avoir un retour sur ce qui existe au niveau du produit, mais c'est aussi d'avoir des ouvertures pour penser suite. Est-ce que je rajoute des exactement. choses? Est-ce que je fais des produits complémentaires? Parce qu'après, une fois qu'on a commencé, une fois qu'on y a goûté, on a envie d'en faire beaucoup d'autres. Et donc là, voilà, c'est le bon moyen Si on aussi. a la bonne démarche, je pense qu'effectivement, si on a la bonne démarche, on va avoir à cœur, de toujours l'améliorer et améliorer, ça veut pas dire enrichir automatiquement celui qui existe déjà. Ça peut aussi se dire: «Ah ben, en fait, je vais en faire un autre
qui peut aussi, avec une promesse, que je pourrais peut-être même vendre en bundle Oui, voilà. Donc, finalement, c'est venir construire brique par brique sa stratégie de produits digitaux. c'est ça, exactement. Et ce n'est même pas une obligation, on peut rester juste avec un Ah aussi. oui, ah oui, oui, c'est pas une obligation et on peut tout à fait utiliser un produit digital en complément d'un accompagnement en collectif, en individuel, en formation présentielle. C'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Il y a pas de règle. On fait Oui, ce tu que l'on sais que veut. nous, par exemple, notre formation LinkedIn Expert qui se vend, hein, c'est un produit digital, une formation qu'on offre aussi à certains clients qui vont nous prendre, avec qui on va faire des accompagnements marketing, donc pour définir leur persona, leur offre, leur positionnement. Et c'est une formation qu'on leur offre et qu'ils apprécient énormément. Sinon, elle est à la vente. Mais Oui, on peut ça l'utiliser de peut. manière différente. Ça peut Exactement. permettre de valoriser sa proposition commerciale. Ça permet de valoriser sa proposition commerciale. Ça permet aussi d'augmenter la qualité de ses offres, hein, parce que Mm. voilà, tout ça est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de se dire, on n'est pas obligé de faire un seul type de produit avec une seule stratégie et une seule conception. C'est qu'il y a tellement de modèles possibles et j'aime bien aller regarder ce qui se fait souvent hors la France. C'est étonnant. Je suis bien la première personne à me dire ça. Et s'inspirer sur tout ce qui se fait, émailler les choses, ce qui se fait en entreprise, ce qui se fait pour du solo, lorsqu'on est solopreneur. Enfin, voilà, il y a tellement de modèles et de possibilités. C'est génial. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de produit digital pour vendre, mais ça peut être aussi un produit digital pour améliorer l'expérience de ses collaborateurs, hein. Tout à Euh, fait. Il y a plein de possibilités et je te Ouais. remercie, Priscille, d'avoir, j'en suis sûre, fait germer la graine dans pas mal de personnes, dans la tête de pas mal de personnes qui nous écoutent. Alors, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Priscille, pour ceux qui veulent continuer à te suivre, en savoir plus sur justement comment créer des produits digitaux qui fonctionnent, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, aujourd'hui, on peut me suivre sur LinkedIn, Instagram et j'ai une newsletter que je publie 2 fois par mois et qui donne pas mal de conseils avec, souvent même, des vidéos complémentaires pour aller un peu plus loin. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on mette tout ça dans les ressources pour que ceux qui nous écoutent puissent te retrouver. Avec Priscille, je plaisir. te remercie beaucoup pour tous tes conseils et à tous, je vous dis à très bientôt. Good. Ouais.